Alors, bonsoir à toutes et à toutes. Tout d'abord, je voulais féliciter ceux qui ce soir, puisque c'est le thème du cours, eh bien, ont dû laisser leurs enfants, parce que c'est pas facile de devoir garder ses enfants. Je voulais féliciter ceux qui sont venus de près, mais aussi ceux qui sont venus de loin. Je pense à tous nos Allodiens, notre belle communauté d'Allo qui est ce soir présent et qui représente bien la communauté. Je pense à tous ceux qui sont venus aussi de loin, mais que je ne sais pas. Je vous félicite à tous d'être présents ce soir, eh bien, pour la réussite tout d'abord de votre couple, mais aussi la réussite de vos enfants. Le cours de ce soir s'intitule « Dis-moi comment va ton couple, je te dirai comment vont tes enfants ». Je vais vous dire la vérité, ce qui m'a poussé ce soir à faire ce cours, c'est une constatation que j'ai eue ces dernières années en ayant la casquette de professeur. J'ai fait une constatation qui de plus en plus s'avère véridique. Les enfants qui sont épanouis et qui sont ceux qui toujours lèvent la main en classe pour dire « moi, je veux répondre, je veux comprendre », qui ont cette assurance en eux, eh bien ce sont pour la plupart du temps des enfants qui viennent de couples, qui ont cet équilibre, qui ont cette entente, cette envie du vivre ensemble et de la communication. Et même ceux qui des fois ont des difficultés mais qui viennent de ces familles, eh bien ils arrivent à surmonter leurs difficultés. Mais ceux qui viennent malheureusement, et on le sait trop bien dans les réunions des professeurs, de familles où la zizanie règne, la discorde, les reproches, les rivalités, vous pouvez être sûr que cet enfant, même si c'est le plus fort du monde, qu'il a des capacités hors pair, il sera toujours dans un cercle émotionnel qui va petit à petit le limiter, voire peut-être le faire oublier d'exister. Mais cela, très chers amis, va encore plus loin, parce que quand, comme vous le savez, j'ai plusieurs casquettes, je mets la casquette de médiateur, je me rends compte que ces enfants, quand ils ont grandi, et qu'ils ont finalement formé un couple, eh bien très souvent, ils reproduisent ce schéma négatif à l'intérieur de leur couple. Si leurs parents leur ont offert eh bien, des théâtres de disputes, des théâtres de zizanie, des théâtres de malentente, vous pouvez être sûr que les couples qui vont se former, pour la plupart des cas, eh bien, on va retrouver les mêmes problèmes. Mais par contre, les enfants qui ont vécu avec des parents qui sont conciliants, des parents qui sont avenants, des parents diplomates, eh bien, vont eux, contrairement, reproduire cette abnégation dans le couple. Alors vous allez me dire, bien évidemment qu'il y a des exceptions. Bien évidemment que des fois c'est pas pareil, qu'au contraire, ces enfants-là qui ont vécu dans des familles difficiles vont tout faire pour faire réussir leur couple. J'ai la triste nouvelle de vous dire que ces exceptions, malheureusement, ne confirment pas la règle. Et que très souvent, quand on commence à chercher un petit peu dans l'historique de la famille d'où viennent les conjoints, on se rend compte qu'il y a beaucoup de destruction derrière. Voilà pourquoi ce soir, avec votre permission, et au vu de ces constatations, on va s'appuyer sur deux principes. Tout d'abord, essayer de comprendre combien le couple influence sur ses enfants et jusqu'à où ça va. Et s'il nous reste un petit peu de temps, eh bien on essaiera d'expliquer et de comprendre comment éviter ces scènes qui se passent au su et à la vue souvent des enfants. Vous savez, il y a un rav que j'aime beaucoup, qui habite en Israël, et qui nous a fait partager beaucoup de cours d'éducation. Le Rav Yirmiyahu Abrahamov, son épouse a souvent donné des directs sur Rav Ohana d'ailleurs, et il nous disait toujours, qu'une fois il est venu chez Rav Wolbe, un des grands de la génération, pour ceux qui m'écoutent à la radio, ils doivent entendre souvent parler de Rav Wolbe, eh bien ce Rav Wolbe, très chers amis, le Rav Abrahamov lui a demandé un conseil. Il lui dit, Rav, voilà, j'ai devant moi des fiches, j'aimerais faire une liste des règles d'or pour les parents. Et je vous donne les règles que j'ai devant moi.
Il lui a dit la responsabilité parentale, le don à l'autre, l'amour pour ses enfants, les compliments. Qu'est-ce que je dois mettre en premier et qu'est-ce que je dois mettre en dernier? Alors le Rav Wolbe s'est baissé et puis il a cherché dans les fichiers et il a sorti une fiche. Et sur cette fiche, il était écrit la relation dans le couple. Il lui a dit ça plus que tout. Donc vous voyez que ma constatation, très chers amis, elle n'est pas simplement le fruit d'une expérience, mais elle est la parole des Gdolim. Aujourd'hui, les grands de la génération sont catégoriques. Si dans le couple, il y a une bonne ambiance, si dans le couple, il y a une bonne entente, les enfants qui vont sortir, eh bien, auront eux aussi à leur tour une bonne entente. Voilà pourquoi ce soir, je vais commencer à parler justement de l'influence qu'a le couple sur les enfants. Et ensuite, on essaiera de parler comment protéger nos enfants de tous ces moments difficiles. Il y a un principe qu'un enfant vit à l'image de ses parents. Je l'ai souvent répété dans mes cours, un enfant va grandir à 80% de ce qu'il va se voir, de ce qu'il va voir se passer entre son père et sa mère, et à 20% des ordres qu'on lui donnera. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien parce que finalement, je vais vous donner un exemple. Un parent qui dit tous les jours à son fils, mon fils, quand tu parles, sois gentil, ne dis pas de gros mots, exprime-toi comme il faut. Mais le problème, c'est que ce père-là ou cette mère, sa bouche, c'est votre respect, elle est plus sale que les égouts de Marseille. Vous pouvez être certain que le fils, il parlera comme ses parents. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce qu'aujourd'hui, à l'école, quand j'ai les enfants devant moi, j'ai l'impression d'avoir les parents. Miniature, le même en tout petit. Il y a David et il y a son père. C'est David en miniature. Des fois, combien de fois, le petit, au lieu de l'appeler par le nom de son fils, je l'appelle par le nom du père. Il me dit non, ça c'est mon père. Ah, je dis pardon, excuse-moi. Vraiment, des fois je me trompe. J'appelle le fils au nom du père tellement ils se ressemblent. Moi-même, mes enfants, quand ils reviennent à la maison, des fois ils me disent « Yatik Shrana ». J'ai tout ça sort ça. Moi, jamais j'ai dit ça chez moi à la maison. Ça veut dire qu'un enfant, Rabotaï, c'est une imprimante. C'est une photocopieuse. Et donc, la façon dont il entend parler autour de lui, c'est exactement ce qu'il va reproduire. Et pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Le Rav Eliyahu Roth, de qui ce soir je sors ce cours, et pour qui j'ai beaucoup d'estime, que ce cours, Bezrat Hashem, soit les Leun Nishmato, c'était un de mes mashgiach en Israël, les Leun Nishmat Rav Eliyahu Roth. Il disait parce qu'un enfant, finalement, c'est une personne qui n'est pas capable, écoutez bien ça, d'accepter les messages directs. Plus tu vas t'entêter, et retenez bien ça, à appliquer et à obliger ton fils à faire quelque chose le soir, plus il ne le fera pas. C'est comme ça. On appelle ça, et bien au contraire, ce que tu ne demanderas pas à ton fils de faire, il te recopiera. Parce qu'un enfant, s'il aime ses parents, il va les recopier. Et malheureusement, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. Un enfant, il n'est pas capable de faire la différence quand son père il est en train de faire, ou sa mère elle est en train de faire quelque chose de bien, ou quelque chose de mal. Ce qu'il va juste faire, c'est reproduire le schéma parental. Et vous allez me demander, bon, c'est bien beau tous ces discours fédérateurs, mais qui vous a dit que ça marche comme ça? Eh bien, je vais vous dire. Le pasouk témoigne, le verset dira, qui yetzer ha'adam ra mineurav. L'enfant, dès qu'il naît, il naît avec un mauvais penchant, l'envie de faire des bêtises. Est-ce que vous avez déjà essayé de couvrir votre fils le soir avec une couverture vers l'âge de 2 ans, 3 ans? Vous retrouverez tout sauf votre enfant couverture. Il va la mettre sur la tête, il va la balancer par le lit, il va la mettre entre ses jambes, il va l'entourer autour de son cou. Impossible de couvrir un enfant le soir. Vous vous rappelez des premières cuillerées de soupe que vous avez essayé de donner à vos enfants? Excusez-moi pour le bruit. Il y en a de partout. Un enfant, il n'est pas capable, dans le début de sa vie, de faire ce qu'on lui demande. Et ça, je vais vous dire, je vous donne un grand service ce soir. N'essayez pas de faire vos enfants, les petits, des adultes. C'est pas possible. Vous allez vous rendre la vie amère. Vous allez leur faire passer une enfance terrible. Moi, des fois, je vois des parents, mais ça m'affole. Ils sont dans un restaurant comme ce soir, et tu vas voir quand tu vas rentrer à la maison, et je vais te donner une fessée. Assieds-toi. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu crois que ton fils, à l'âge de 4 ou 5 ans, il est capable d'avoir un comportement adulte? Ou quand tu l'amènes à la synagogue, ça aussi c'est une folie pour moi. Tu l'amènes depuis 8h30 jusqu'à 13h15. Et tu dis, quand tu rentres à la maison, tu dis à ta femme, j'en peux plus. Mais c'est toi qui n'as pas de séchel. Comme une fois il a dit à Bassoun,
que je lui donne une bonne santé. Il a dit le problème du bruit des enfants à la synagogue, c'est pas les enfants, c'est les parents. Qu'est-ce que tu amènes? Je dis pas qu'il faut pas amener son fils, Rav Shalom, au contraire, mais il faut savoir faire ça de façon, comment dirais-je, équilibrée. Parce qu'on appelle ça quelque part la rébellion enfantine. Un enfant, quand il est petit, il est rebelle. Et je vais vous dire un secret, un adulte, quand il est grand, il est aussi rebelle. Le Rav Wolbe dit, chez la personne, il existe un esprit de rébellion. Je fais allusion ici à ceux qui, avec tout le respect que je leur dois, qui essayent de faire une tchouva, seulement ils vont trop vite. Du jour au lendemain, ils ont coupé contact avec tous leurs copains d'avant. Du jour au lendemain, ils mangent plus chez papa et maman. Du jour au lendemain, ils parlent plus à une femme. C'est bien, mais tu ne tiendras pas. C'est Rav Wolbe qui le dit, Rabotai, c'est pas moi. Il y a un esprit de rébellion qui est enfoui chez la personne. Et plus la personne, elle va vouloir aller vite dans sa tchouva ou dans son avancée, et plus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va tout jeter à la fin. Si tu veux avancer dans ta vie, et je vais vous faire une petite confidence, c'est pas que dans la Torah, c'est dans tous tes projets de ta vie. Tu veux changer, ne va pas vite. Parce que si tu vas vite, et c'est le Rav Wolbe qui le dit, l'esprit de rébellion se met de suite en marche. Un enfant donc, Rabotai, il est en fait dépendant complètement, du début à la fin, de ce que les parents lui font voir. Vous savez, il y a une fois un élève, il est rentré chez le Rav Ephraim, et il a dit au Rav Ephraim, j'ai une question à vous poser. À partir de quand est-ce que je dois commencer à éduquer mon enfant? Il a dit, mon fils, tu as 30 ans de retard. Mais il n'a que 2 ans, mon fils. Oui. Parce qu'en fait, si tu veux éduquer ton fils, éduque-toi à toi-même. Parce que soyons honnêtes avec nous-mêmes, on a beaucoup d'envie pour nos enfants. Mais est-ce que nous, et on va le voir tout à l'heure, on est à la hauteur de ces envies? Est-ce que nous, finalement, tous les jours, on montre ce qu'on aimerait montrer? Alors, il est évident, j'entends beaucoup de murmures déjà. Je vous vois et je sais ce que vous pensez. Vous me dites, mais Rav, si ça dépendait que de ça, on ne serait pas là ce soir. Ça ne dépend pas que des parents. Vous avez raison, il y a beaucoup de facteurs. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants, il faut faire attention qui y fréquentent. Les enfants, il faut faire attention qu'est-ce qu'ils regardent, Rabotai. L'Internet et les vidéos d'aujourd'hui, c'est une catastrophe et une destruction qui est en train de se créer. Vous croyez que j'exagère? Il y a une semaine, j'ai allumé une radio, pour pas faire de la publicité, on est en direct. Et cette radio, elle racontait qu'il y a une plateforme vidéo très connue dans le monde, je ne veux pas lui faire de la publicité ce soir, qui va employer plus de 100 000 personnes. Ces personnes-là, elles vont être modérateurs, vous savez pourquoi? Parce que cette plateforme vidéo des plus connues, elle s'est rendue compte que sur leur plateforme, il y avait des vidéos, sauf votre respect, de suicide. Il y avait des vidéos de challenge qui tournaient au drame. Donc finalement, c'est pas moi qui vous le dis, c'est eux. Eux, ils sont en train de rendre compte que ce qu'ils ont fait, c'est une machine diabolique. Et donc finalement, c'est sûr qu'il y a d'autres critères. Mais sachez que quand vous êtes sur ces plateformes, la plateforme, elle vous propose toutes sortes, excusez-moi du terme, de pourriture. Et si on veut protéger nos enfants, on peut leur faire voir des vidéos. On peut les instruire, comme il y a des gens qui m'ont dit, nous, ce qu'on fait regarder, c'est que des trucs d'animaux. Ok, mais attention que cette vidéo d'animaux, elle montre pas une autre sorte d'animal. Celui-là, il est humain, par contre. Et aujourd'hui, il y a des catastrophes. Et donc, si on est capable, et c'est pour ça, vous savez, à l'époque, les Chachamim, les Rabbanim de la génération, ils ont dit, vous savez, avec Internet, il faut faire comme le Yichoud. Vous savez, le Yichoud, c'est l'interdit d'être avec une femme ou avec un homme qui n'est pas le sien, dans une même pièce enfermée. Les Rabbanim, à l'époque, ils ont dit Internet, il faut adopter les lois du Yichoud. Ils ont dit, oh là là, encore ces extrémistes, encore ces religieux. Mais aujourd'hui, on comprend petit à petit qu'ils ont raison. Parce que si je vérifie pas ce qu'ils sont en train de regarder sur Internet, qui me dit vers quel dédale ils vont se retourner? Donc il est évident qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Mais les parents ont entre leurs mains la possibilité déjà par leur comportement, c'est ce que nous allons expliquer, de mettre les enfants sur les rails. Et le comportement qu'ils vont adopter à la maison, Rabotai, c'est de ça qu'ils vont s'éduquer. Ni plus ni moins. Il y a un grand méchaner, un des plus grands éducateurs d'Eretz Israël que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Rav Yechiel Yaakovson. Je me rappelle de son premier cours. Il nous avait dit, la première erreur que font les parents,
Ils croient que quand ils déposent à 8h30 le matin leurs enfants et qu'ils les récupèrent le soir à 17h, le chinour, il est fait. Shalom, alay nafshi, j'ai tout. Or, ils ont dit, c'est pas vrai, Rabotaï. Il nous a appris un chidouche. Il nous a appris quelque chose d'exceptionnel. Il a dit qu'un enfant, en fait, il fait abstraction de ce qu'il voit à l'école. Et son seul modèle, il peut passer des heures à l'école, c'est à la maison. Son seul moment où finalement il enregistre, c'est à la maison. Donc bien évidemment, que les Chachamim, ils ont dit, il faut que tu pries pour ton fils. Et ça, sachez que la prière d'une maman ou d'un papa, elle est exceptionnelle pour l'avoir vécue personnellement. Ça ne revient jamais vide. Priez pour vos enfants. Mes fidèles de la communauté le savent, je leur rabats les oreilles avec ça. Quand le matin vous faites vos brachot et que vous arrivez, Veniez anachnu vetzetzaenu, et que nous soyons nous et notre descendance, arrêtez-vous. Un gadol m'a dit ça, un rave. Il m'a dit arrête-toi et dis tous les noms de tes enfants, Odaya, Tselia, Eden. Chaque enfant vous le citez, Rabotaï. Et vous dites à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, je t'en supplie, fasse que mes enfants y réussissent. Ça marche. Sauf que ça marche pas tout le temps comme on croit. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu vas prier pour que ton fils, finalement, soit quelqu'un de bien. Mais d'un autre côté, ton enfant, quand il rentre le soir, il est témoin de cris, de colère, de stress. Il va se calquer sur ce modèle-là. Et tes tfilotes, toi-même, par ton comportement, tu les auras noyés dans l'eau. C'est exactement ça. Tu peux prier, vous savez, c'est comme les gens, moi ça me fait rigoler, ils prient pour la parnassa. Mon Dieu, je t'en supplie, donne-moi la parnassa, la parnassa, la parnassa. Le type, à 11h, il est sous sa couette, il commence à ouvrir un œil pour voir l'heure qu'il est, et puis il la remet vite dehors, la parnassa, la parnassa. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es à la maison en train de dormir. Ou le type, il prie pour la santé, Refaïnou Hachem, je t'en supplie, mon Dieu, donne-moi la bonne santé. Le gars, il termine 3 paquets de gauloises par jour. Il n'aura pas la bonne santé. Vous croyez que l'éducation, c'est différent? Tu peux finir tous les jours le livre de Tehillim. Tu peux prier pour tes enfants tous les jours. Mais si toi, tu es le théâtre sauvage de comportement, tes enfants, ils vont calquer. Et cela, Rabotaï, c'est inévitable. C'est-à-dire que les enfants, ils vont reproduire et ils vont être l'imitateur des parents. Tu cries à la maison, il va hurler. Ta bouche, elle est remplie de mensonges, il sera un grand mythomane. Vous allez dire, je crois, vous nous avez amené un samedi soir d'hiver pour nous dire qu'on est des menteurs. Mais rappelle-toi, quand Tata Odette, elle appelle dimanche après-midi et que tu dis à ta femme, je t'en supplie chérie, ne réponds pas au téléphone, je ne suis pas là, dis-lui que je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'il a appris le petit? Il a appris qu'on est capable de dire qu'on est là, mais finalement qu'on n'est pas là. Donc c'est toi qui lui as dit. Ou bien ton fils, il voulait pas manger sa purée au poulet, et tu lui as dit, mon chéri, si tu finis cette purée au poulet, je t'emmène au futuroscope. Et puis après, tu t'es rendu compte que le deal, il était un peu une purée contre un futuroscope, ça valait pas trop le coup. Donc finalement, toi, tu as oublié. Mais lui, qu'est-ce qu'il a retenu, ton fils? Qu'on peut vivre en mentant. Il a compris qu'on pouvait vivre en mentant. Tous les vendredis soirs, à table, en tant que père de famille, tu endors toute ta famille avec tes discours d'1 heure sur le Lachon Hara. Tout le monde s'endort quand tu parles. Et puis après, tu es le premier à dire à ta fille ou à ton fils, c'est qui a eu la plus mauvaise note cette fois-ci? C'est combien? C'est qui le plus mauvais élève? Dis-moi, mon fils, dis-moi. Ou alors, sur la maîtresse. Elle est bien, ta maîtresse. C'est une peste, hein? C'est une peste, hein? Dis-moi la vérité. Et qu'est-ce que tu as fait, en fait? Encore une fois, tu habitues à ton enfant, finalement, à avoir des comportements qui, plus tard, vont faire de lui ce que toi-même, tu as fait vivre à la maison. Sauf que les gens, ils ne savent pas. Je vais vous poser une question. Le vendredi soir, pourquoi est-ce que le vendredi soir, entre le poisson et le couscous, il y a toujours des disputes? C'est là où ça éclate. Normalement, ça devrait être un moment de convivialité. Ça devrait être un moment... Mais les enfants à Rabotaï, vous réglez vos comptes, et puis après, je ne sais pas comment vous vous arrangez, mais le lendemain, vous êtes les plus grands amoureux du monde. Mais votre fils, lui, il a passé une nuit de zut, un Shabbat. Et je vais vous dire plus que ça, il s'angoisse du prochain Shabbat que vous allez passer ensemble. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, ça m'a marqué. J'étais un gamin de 8 ans. J'avais un enfant, un ami à moi, qui, une fois sur deux, je suis sûr que mes parents, ils s'en rappellent encore, il me suppliait de l'inviter Shabbat soir. Tu sais ce qu'il me disait? Il me disait, mon père, c'est un alcoolique. Et le Shabbat soir, il finit la bouteille du kidouche et encore une autre bouteille, et il commence à se disputer avec ma mère jusqu'à qu'il s'endort. Et il me dit, je t'en supplie, Jonathan, invite-moi pour le Shabbat.
Vous vous rendez compte, ça veut dire que nous, finalement, on profite du vendredi soir pour régler un petit peu nos comptes. Mais qu'est-ce qui se passe? On a traumatisé nos enfants du Shabbat. Voire peut-être qu'eux aussi, à leur tour, quand ils seront grands, et que peut-être que madame n'aura pas assez salé le plat, ils feront une histoire, parce qu'ils ont appris que quand c'est pas salé, il faut faire une histoire. Plus encore. Je vais vous dire, même quand vous dites pas à un enfant que vous êtes disputé, vous essayez de lui cacher. Un enfant, c'est tellement subtil, excusez-moi, qu'il est capable de voir que vous êtes énervé, que ça va pas. Et si vous avez mis une ambiance de Mission 9, toute la famille, elle sera Mission 9 toute la soirée. Parce que vous n'avez pas été capable de vous tenir et de dire finalement, je vais faire, faites cette expérience, je vous promets, faites cette expérience. En Israël, vous savez, devant les maisons, je me suis toujours demandé pourquoi à l'entrée des immeubles, il y a des vitres, il y a des glaces. Vous savez pourquoi ils ont mis des glaces? Pour que tu vois la gueule que tu fais quand tu rentres chez toi le soir. Même dans un train fantôme, ils ne te mettent pas, tellement ils vont avoir peur. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme tu rentres le soir à la maison, toi ou ta femme, comme vous rentrez du boulot le soir, la soirée, elle s'annonce. Si tu veux une soirée des plus détendues, monte, souris. C'est pas grave. On raconte qu'il y avait un rave, il avait demandé à ce que justement on lui mette une glace avant de rentrer à la maison. Et il faisait des exercices. Ses voisins, des fois, ils ne comprenaient pas. Il faisait des exercices de... Mais faites-vous cette expérience, je vous promets. Rentrez le soir joyeux, la soirée, elle est de folie. Rentrez le soir énervé, contrarié, parce que les contrats, ils ne sont pas passés, parce que les patients, ils étaient insupportables, parce que la voiture que vous avez... Je ne sais pas ce que vous faites tous ici, dans cette salle, mais tout le monde a des problèmes la journée. Le soir, il faut être capable de faire cette abstraction. Parce que si vous ne faites pas cette abstraction, comme tu es rentré le soir... ta soirée, elle aura l'air rabotaille. Et vous savez, maintenant on comprend pourquoi est-ce que David Améler, il a dit, l'enfant, il est comme un plant d'olivier. Banecha kishtele zetim. Tes enfants, ils sont comme des oliviers. Pourquoi? C'est quoi l'olive? Parce que quelque part, le résultat de l'olive le plus noble, c'est quoi? C'est d'en faire de l'huile. Mais ô combien est-ce que c'est difficile, rabotaille, de sortir une seule goutte d'huile d'olive? L'éducation, c'est la même chose. On peut tous éduquer, il n'y a pas de problème. On peut donner à manger à nos enfants, on peut les habiller, on peut leur donner. Mais il y a une seule chose que tu ne dois pas oublier de donner à tes enfants. C'est la sérénité de ton couple. Un enfant, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il a assez de stress à l'école. Le stress des catégories, le stress du regard de la maîtresse, le stress du regard de ses copains et de ses copines. Pour qu'encore à la maison, il ait du stress. Comment papa et maman ils seront ce soir? Comment ils seront quand je vais rentrer ce soir à la maison? Est-ce qu'on ne peut pas faire cadeau ça au moins à nos enfants? Et moi je vais vous dire, je pense que la même attention qu'on a ce soir, quand on est en communauté, c'est marrant, ce soir je vous vois tous calmes. Il n'y a personne qui se dispute, c'est normal. Ça se fait pas. Devant le rabbin, entre les amis, ça se fait pas. Dites-vous que ça se fait pas d'être à la maison devant vos enfants comme ça. C'est la même chose. Les mêmes vigilances que vous avez ce soir à Pizza Mazal, vous devez les avoir tout le temps à la maison parce que vos enfants, ils sont le témoin. Et vos enfants, ils apprennent. Le Rav Roth, il a raconté une fois, il y a une dame, elle est rentrée dans un séminaire, elle a fait 1 heure de cours sur les brachot. 1 heure. Moi, je vous rassure, j'ai fait la bracha avant de boire ce soir. Hein. Mais elle a fait 1 heure de cours, j'ai préparé pour vous montrer. Et la brachot, c'est important, et les brachot. La pauvre, elle s'est asséchée la bouche comme moi, je suis en train de me la sécher. Et les brachot, elle a fini la conférence, elle a posé son micro, elle a fait comme ça. Sans bracha. Qu'est-ce qu'ils ont retenu, les enfants? Ils ont retenu l'heure de conférence avec les diapos, avec les trucs, ou la maîtresse qui a posé son micro et qui a mis la bouteille, qui a mis le verre dans la bouche. Ils ont retenu cette scène, finalement. Ils n'ont pas retenu cette parlotte d'1 heure, ils ont retenu la scène. Et ça, rabotaille, ça doit être un réveil. Ça doit être un réveil pour tout ce qu'on attend de nos enfants. Tu veux que tes enfants, ils sachent prier, ils sachent faire les brachot à la maison, rabotaille. Je vais m'avancer de dire quelque chose, mais je suis sûr que j'ai raison. C'est assourd de faire une bracha à voix basse. Vous entendez ce que je vous dis? C'est assourd de faire une bracha quand on boit quelque chose à voix basse. Pourquoi? Parce que l'enfant, tu peux lui répéter jusqu'à demain, fais ton birkat Amazon, fais ton birkat Amazon. Il fera pas son birkat Amazon. Mais si lui, t'a vu un soir, après une kaïla bien lourde, eh bien, te ressaisir, t'asseoir, ouvrir le livre, et tu as bu une demi-bouteille de vin, et tu as fait birkat Amazon mot à mot, c'est la plus belle leçon que tu as donnée à ton fils. Comme une fois a dit un rave, la plus belle leçon que j'ai donnée à mes enfants, c'est qu'un soir à 23 h, il y a un de mes enfants qui s'est levé. Qu'est-ce qu'il m'a vu faire?
il m'a vu en train d'étudier. Ça, il n'oubliera jamais. C'est ces moments-là, Rabotaï, où les parents, ils sont capables de montrer l'exemple. Ne rabâchez pas à vos enfants. Vous vous fatiguez, je vous le dis, vous vous fatiguez pour rien. Comme il a dit Ravolbeu, un enfant n'accepte pas les messages directs. Mais l'exemple que vous allez leur donner, ça, ils vont l'accepter. Tu veux que tes enfants soient calmes? Comment tu réagis quand tu rentres le soir et que le repas il est pas prêt? Allez, ça, fais sortir, tu vas aller manger dehors, tu n'es pas capable de faire un repas. Ou comment tu réagis quand la maison elle est un peu en désordre? Et moi je suis votre boniche, et j'ai que ça à faire dans la maison. Comment tu réagis dans ces moments? Tu veux que tes enfants ils soient bien éduqués quand il y a un kidouche. Mais toi quand le kidouche il arrive, tu t'es déjà réservé 3 places et la charcuterie et le plateau d'à côté. Mais ton fils il sera comme ça dans les kidouches. Tu veux que ton enfant il soit bien éduqué, montre-lui de quoi tu es capable quand tu descends à un kidouche à la synagogue. Montre-lui comment tu manges, montre-lui comment tu fais les brachot, montre-lui. Et il a dit David Amelech, Asher banenu kintiim, nos enfants ils sont comme un arbre. Qu'est-ce que c'est un arbre? Un arbre, c'est quelque chose qui quand il est jeune, il peut pousser correctement. Mais si, quand il a grandi quelque part, il était un petit peu tordu, jamais il se remettra droit. Si dans l'enfance, vous avez offert à vos enfants une enfance des plus difficiles, malheureusement, je ne veux pas vous faire peur, vous aurez que les yeux à pleurer plus tard, quand ils seront grands. Donc quand est-ce qu'il faut se réveiller? C'est quand ils sont encore jeunes, quand on peut encore leur montrer l'exemple de ce que finalement, on a envie qu'ils soient. Vous savez, la Gemara, elle dit Ke'ima beta. Une maman, c'est l'exemple pour sa fille. Vous savez, ça m'a fait rigoler. Une fois, j'ai entendu une maman, elle a dit, moi, ma fille, elle supporte pas s'habiller de sniout. D'ailleurs, je compte la changer d'école. Qu'est-ce que tu veux qu'une fille à 6 ans, elle comprenne à la sniout? Et là, c'est quoi le problème? C'est que toi-même, tu supportes pas la sniout. Et toi-même, tu lui as fait sentir ce sentiment, ça colle, c'est dur, ça donne chaud. Et elle, forcément, eh bien, elle reproduit les mêmes, je veux pas mettre une jupe, parce que ça colle. Ce que toi-même, tu as montré à tes enfants. Et on dit que par Rabbi Akiva, la femme de Rabbi Akiva, le sacrifice qu'elle a fait d'attendre son fils pendant 14 ans, ça a donné la force à sa fille d'être à son tour la même épouse vertueuse à la suite. Vous savez, mon Rav, que j'apprécie beaucoup, le Rav Régène, il a dit que la relation, maintenant on a dit maman-fille, mais la relation père-fils, elle est exceptionnelle. Il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. On était à une réunion comme ça à Jérusalem, plusieurs Avrichim, et il a dit, vous savez, si un enfant il a une relation exceptionnelle avec son père, que Dieu nous en préserve. Même s'il va se marier un jour avec une Goya, un jour il reviendra. La relation père-fils, elle crée cette relation qui va faire que l'enfant, il ne sera jamais perturbé ou changé par ce qui se passe. Elle fera, et moi je le vois à l'école aujourd'hui, très souvent les parents ils disent j'en ai marre. De quoi tu en as marre? J'ai pas, il n'y a que des mauvaises notes. Combien de temps? Tu sais, moi j'adore les micro-trottoirs. Bon, au Hachem, j'ai beaucoup d'amis, d'élèves, et j'ai vu des gens autour de moi qui ont réussi. Et moi j'ai la mauvaise habitude, ou la fâcheuse habitude, quand il y a des thèses, quand j'assiste à des soirées comme ça de clôture d'études, je me faufile, et je vais voir les parents de cette personne qui ont réussi. Et je leur demande toujours la même question. Comment vous avez fait pour avoir une lumière pareille? Comment vous avez fait pour avoir un enfant qui, même en étant marié, il continue à faire des études? Pas une fois, pas 2, 3 ou 4 fois. La maman ou le papa, ils m'ont répondu la même chose. On passait tous les soirs 1 heure avec lui à faire ses devoirs. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous, on croit que les enfants, ils sont autonomes. Que les enfants, finalement, ils vont faire, ça va être les meilleurs de la classe tout seuls, comme ça, par magie. Si Dieu veut, si Dieu veut. Il n'y a rien du tout. Azorim bedima berina iktsoru rabotai. Ceux qui ont semé avec les pleurs, ils récolteront avec les sourires. Mais il faut les pleurs. Il faut les soirées où tu t'évertues à expliquer et sans t'énerver. Parce que si tu t'énerves, tu l'as dégoûté des devoirs. Si tu t'énerves, tu l'as fait comprendre que les études, c'est négatif. Il va falloir que des soirées, Et on a tous ce Yetzirah. Vous croyez que moi, je ne suis pas père? Vous croyez que moi, au Hachem, je n'ai pas des enfants? On est tous crevés le soir. On a tous notre lit qui te dit, viens te reposer. Tu as passé une mauvaise journée, viens. Mais ton fils, il a besoin de toi. Ta fille, demain, elle va être devant la maîtresse
et elle va se faire crier parce qu'une fois de plus, elle va dire, tu n'as pas encore fait tes devoirs. 0 pointé. Mais si tous les soirs, tu t'es assis avec eux, au prix de ta fatigue, au prix de ce que ça te coûte, eh bien, les parents, le jour de la réussite de leurs enfants, ils sont là pour témoigner en disant, on s'est investi, mais on est content du résultat. Donc finalement, ça dépend de ce qu'on leur a offert. Ça, Rabotaï, c'était la première partie. La deuxième partie, comment arriver finalement, parce qu'on s'est posé la question tout au long du cours, comment avoir la force de pouvoir finalement montrer à nos enfants ce couple idéal. Parce que c'est beau de parler comme ça, de faire des discours fédérateurs, et de dire qu'il faut être des bons parents, et qu'on doit bien s'attendre dans le couple. Finalement, le couple, c'est difficile. Moi, je dis toujours à mes khatanim, d'ailleurs, ils sont dégoûtés parce que je prépare des khatanim au mariage. Et vous savez, après le mariage, ce sera la pire des périodes. Oh, et je ne me marie pas alors. Non, marie-toi, mais sache accepter les différences qui sont dans ton couple. Marie-toi et sois capable de construire quelque chose de nouveau qui ne ressemble pas à ce que tu as vu chez tes parents. On ne peut pas s'imaginer, Rabotaï, l'influence qu'on a sur nos enfants. Je vais vous donner un exemple. Vous rentrez un soir d'hiver, il fait froid, vous êtes tout mouillé, ça arrive ça. Puis vous commencez à vous embrouiller avec votre femme ou votre mari. Et vous êtes tellement embrouillé que vous commencez à sortir. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il est 22 h, hein. Donc vous profitez, les enfants ils sont au lit. Je vais prendre des décisions. On n'est plus fait l'un pour l'autre. Faut que ça cesse. Je vais te renvoyer chez ta mère. Et puis après, comme je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, vous vous êtes arrangés. Vous êtes arrangés, c'est passé. Le lendemain, vous rentrez dans la chambre, et qu'est-ce qui s'est passé la veille? Quand vous étiez en train de faire le bouquet final des mots, vous savez, ça commence doucement, et puis après, il y a le bouquet final. Les voisins, ils se régalent d'ailleurs en général. Au moment du bouquet final, il y avait votre petite fille. La petite, elle a tout entendu. Elle s'était levée pour boire un verre d'eau. Et puis le lendemain, quand vous venez pour la réveiller, elle est en pleurs. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Dis-moi, maman, le jour où vous allez divorcer, avec qui je vais rester? Parce que je vous aime à vous deux. Et de quel divorce tu parles, ma chérie? Vous avez compris ce qui s'est passé? Ça veut dire que la petite, toute la nuit, elle a enregistré papa et maman. Ils ont dit que ça allait cesser. Papa et maman, ils ont dit qu'on n'était plus faits l'un pour l'autre. Donc ils vont divorcer. Et cette petite fille, elle va peut-être mettre une journée entière pour s'en remettre. Une journée où la maîtresse, elle va la sentir absente toute la journée, ne sachant pas quoi faire. Une journée, voire une semaine, voire toute une vie. Selon le numéro de cirque que ses parents ils lui auront offert. Peut-être toute une vie. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à se relever. Je vous le dis en tant que professeur, on a des enfants qui sont éteints. On ne sait pas comment les prendre. On ne sait pas comment les rallumer. Et malheureusement, on va dire, mais peut-être que c'est à cause d'autre chose. Une fois sur deux, c'est à cause des parents. Une fois sur deux, on a des couples qui s'entre-déchirent et qui laissent malheureusement les enfants éteints comme des bougies. Vous savez, le Rav Roth, il a dit, une maison, ça ressemble à une construction. Si tu dois, et Fabrice, il nous le confirmera, si tu dois juste retaper une maison, alors tu amènes le plombier un jour, tu amènes le peintre un autre jour, tu amènes l'électricien, chacun il fait son travail un jour. Mais si tu dois construire un bâtiment, là tu ne peux pas t'amuser à amener le plombier un jour, il met les tuyaux, l'autre il vient, il commence à peindre un mur, mais on n'a pas encore fini. Qu'est-ce qu'il faut faire à Botaï? Il faut s'asseoir, faire un plan de construction, se mettre tous d'accord, prendre les mêmes formes de murs, faire passer les fils tous ensemble et les tuyaux tous en même temps. Pourquoi? Parce qu'une construction à Botaï, ça se fait dans un même état d'esprit. Or, a dit le Rav, quand tu veux éduquer tes enfants, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un équilibre. Parce que si papa il dit comme ça, et si maman elle veut que tu sois comme ça, et si papa il te demande de répondre comme ça à maman, le petit il n'a plus aucun équilibre. Il ne sait plus où donner de la tête. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse finalement? Il faut qu'on se mette d'accord et qu'on fasse des concessions.
et que surtout on ne montre pas ces scènes de cirque et de théâtre. Je veux dire, il y a des règles d'or à respecter. On peut se faire des réflexions entre un mari et une femme, mais quand est-ce que tu les fais? Vous avez jamais remarqué, quand est-ce qu'on se prend la tête? Juste au moment où on va partir. Il y a des cris, et les voisins ils se régalent. Hein. Tu verras, allez, casse-toi, de toute façon, va pas passer ta journée en dehors, que je te voie plus. Ou alors à l'entrée, à peine tu es rentré, tu as posé ton attaché-caisse, que c'est parti, c'est parti, c'est parti. Toujours. Pourquoi est-ce que tu n'attends pas que ton conjoint, ta conjointe, elle s'assoive, vous ayez couché les petites, à la limite, vous sortez un peu ensemble, et à ce moment-là, après lui avoir dit plein de compliments, vous savez, on dit qu'un couple, il doit se faire, je sais qu'on est loin de ça, hein, mais un couple, il doit se faire minimum 100 compliments par jour. Voilà. On est loin de ça, hein. Mais commençons, même si on n'est pas capable, d'en faire 100, même si on n'est pas capable d'en faire une centaine, qu'au moins on commence par un compliment, qu'on commence pas la soirée par où tu étais, combien tu as dépensé sur la carte bleue aujourd'hui, avec qui tu étais au téléphone là-bas, elle avait l'air de te plaire, hein? On peut pas commencer une soirée comme ça, Rabotaille. Il faut créer cette bonne ambiance. Je vais vous dire, soyons honnêtes, quand on devient agressif, quand on a ces moments de dispute, on est capable de sortir des paroles que même au chef de notre ennemi, on ne le dirait pas. On sort des trucs que toute notre vie, on va regretter. Ne jamais sortir des mots au moment d'une dispute, ne jamais, quand on est énervé, que chacun, je vous dis, ne me dites pas que vous n'avez pas eu cet exemple de vos grands-parents. À l'époque, c'était pas comme ça. Ils se disputaient 2 minutes, chacun y rentrait dans sa chambre, et il ressortait, c'était oublié. Aujourd'hui, et on marmonne, et on est noir, et on est morose, et on est capable de faire durer. On dirait que c'est parti en week-end et en vacances. Tu peux faire durer la dispute pendant 2, 3, 4, 5 jours. Comment c'est possible? Vous savez, le Rav Mugrabi, il a dit, au sujet de la parole, retenez ce que je vais vous dire, c'est une règle d'or. Les mots qu'on sort de notre bouche, très chers amis, les mots qu'on sort de notre bouche, tant qu'ils ne sont pas sortis de notre bouche, ils sont prisonniers de notre bouche. Le jour où les mots ils sont sortis, à vie, on est prisonnier des mots qu'on a sortis. Et quelquefois, on les regrettera. Pour ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, et c'est pas que je suis venu aujourd'hui dire plus de compliments aux femmes qu'aux hommes, mais pour vous donner une petite image, bien qu'elle est sur les dames, elle peut être aussi sur les hommes. Il y avait un couple, ils ne se supportaient pas. Ça existe, ils ne se supportaient pas. Et à un moment, la femme, elle a pris les choses en main. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un couteau. Bon, elle n'a pas planté son fils, son mari. Hein. Et à chaque fois que son mari, il lui disait un mot difficile, quelque chose de difficile, elle prenait un couteau et elle le plantait dans le tronc de l'arbre. Et puis comme ça, elle a fait ça pendant un certain temps. Et un dimanche matin, son mari, vers les beaux jours, il prend son café, il prend ce croissant, il met tout comme ça dans le jardin pour faire le mari comme ça. Et ah, t'as vu, je t'ai amené le petit déjeuner ce matin. Hein? Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'arbre rempli de couteaux. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Si ça se trouve, elle est en train de s'entraîner pour me planter. Elle a dit, mon chéri, ne t'inquiète pas. Je veux juste te montrer qu'à chaque fois que tu m'as mal parlé, j'ai planté un couteau dans le tronc. Ah, le mari, il a compris que ça allait mal, que sa situation était grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à s'arranger. Et la femme, elle aussi, à son tour, elle a commencé à enlever les couteaux. Mais qu'est-ce qu'il s'est rendu compte, le mari? Que même que l'arbre, on avait enlevé tous les couteaux, il était rempli de marques. Rabotaï, les paroles qu'on dit, que ce soit à notre femme, ou qu'une femme, elle dise à son mari, ça laisse des marques. Je vais vous faire une confidence. Les maris, on oublie un petit peu plus vite. Les dames, elles oublient un petit peu moins vite. Mais on ne doit jamais, dans un moment de colère, lâcher les mots qu'on lâche des fois. Et enfin, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un non-juif, je ne vais pas dire son nom, pour pas lui faire honte, mais quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais tu sais, moi j'ai un principe avec ma femme depuis que je me suis marié avec elle. Je ne dors jamais disputé. J'avais envie de l'embrasser.
Parce que c'est un principe que les rabbinim me disent aujourd'hui. On doit s'habituer à ne pas dormir disputé. Quand on dit que la nuit porte conseil, elle porte aussi les disputes ineffaçables. Si tu as dormi un soir en étant disputé, tu peux être sûr que tu es parti pour une semaine. Mais si avant de dormir, tu as été capable de discuter, de parler. Parce que très souvent, qu'est-ce qui manque? Surtout pour les hommes. On n'est pas capable d'exprimer nos sentiments. Une femme, wow, elle peut te parler pendant... Tu dors? Tu dors? Donc les femmes, elles sont capables de parler. Mais nous, les hommes, on doit être capable de les écouter, de ne pas faire les machos. Parce que souvent, on n'est pas capable de répondre à la discussion parce qu'on n'a pas envie de savoir qu'on a tort. Mais on doit être capable. Et les femmes, de leur côté, elles doivent savoir respecter. Parce que des fois, ouais, tiens, moins que rien. Et mon père, il m'avait dit. Et on sort toute la sauce. On n'a pas été capable de sortir un truc. On ressasse. Il y a 15 ans. C'était chez tes parents. Il était 22h. J'avais ma robe roche fuchsia. Et tu m'as dit ça et ça et ça. Ne ressassez pas. Parce que très souvent, vous allez repartir dans des histoires que ça y est, ça a été classé. On dit, il y a une série qui s'appelle Affaires classées. Les femmes, elles sortent toujours les affaires classées. Elles ressortent les tiroirs. Voir si on ne peut pas encore lui envoyer un uppercut de plus. Tu n'as pas assez déjà que tu dois t'arranger sur ce que tu as fait pour encore sortir un épisode de plus. Le Ravrot, à la vache à l'homme, de qui je tiens ce cours, il dit, vous savez, le couple, c'est comme un cœur, que Dieu nous en préserve. Un cœur, il peut subir une attaque cardiaque, 2 attaques cardiaques, 3 attaques. Mais à chaque fois, il y a des séquelles, mais je cherche plus encore. Il y a des cicatrices. Et un cœur, il peut encaisser une cicatrice, 2 cicatrices. Mais que Dieu nous en préserve un jour, après 3 attaques cardiaques, le cœur, il lâche. Il a dit, le Ravrot, le couple, c'est la même chose. On peut faire une dispute. Tu peux être disputé, tu peux aller passer une journée dehors. Mais à la fin, Rabotaï, le couple, il s'épuise. Le couple, il s'étouffe. Moi, je dis toujours un couple, et là, ils disent, moi, ça me fait rire. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un, parce que, vous le savez, à mon temps perdu, je m'occupe des couples qui sont en difficulté. Et j'ai dit à un mari, j'ai dit, écoute, va un soir, tu vas dans un restaurant, tu sors avec ta femme, et tu manges une belle entrecôte. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais les entrecôtes, je sais mieux les faire à la maison, je vais lui faire l'entrecôte à la maison. C'est Zormara. Tu n'as pas compris que quand je t'ai dit de sortir, c'était pas pour l'entrecôte. C'était pour que tu ailles voir autre chose, pour que tu t'oxygènes. Les gens y croient. Plus les années elles passent, ça y est, c'est passé le temps des amours. De quoi tu parles? Moi, à Jérusalem, quand on habitait avec mon épouse, des fois on regardait par la fenêtre, 23h30, tu vois un Rosh Yeshiva, barbe blanche, 75 ans, il est avec sa femme, on dirait qu'ils viennent de sortir de la roupa. Ma parole. Ils ont 50 ans de mariage. Ils ont 45 petits-enfants. Tu les vois marcher en amoureux dans la... Ça, c'est un remariage. Non. 50 ans de mariage, 45 petits-enfants. Et ils sortent le soir pour prendre du bon temps ensemble. Moi, j'ai toujours dit, c'est assourd. Mais encore une fois, on est dans la vie. Nous-mêmes, les hommes, on est très casaniers. Encore sortir les dimanches. J'ai peur de l'avion. Un couple, il ne peut pas rester plus que 2 ou 3 mois sans sortir au restaurant ensemble. Vous n'aimez pas le restaurant? Sortez, je ne vais pas vous dire sortir en boîte quand même, mais sortez vous aérer. Laissez garder les enfants, c'est une obligation. Il a dit, le Rav, c'est comme un cœur. S'il n'y a pas cet oxygène, s'il n'y a pas ces moments où on peut voyager ensemble, se retrouver, le couple, il s'épuise. Ou alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? J'aime bien ce moment dans le cours. On essaye d'éduquer son conjoint. Ça fait depuis 3 jours que ta femme, elle te dit, fais la vaisselle. C'est pas possible. Alors toi, tu fais la vaisselle. Mais alors, quand tu fais la vaisselle, première assiette, et ta mère, et le verre, et ton père, et j'en peux plus. La vaisselle que tu fais ce soir-là, c'est un concert de crise. Ou alors, ton mari, il range pas bien la maison. Quand tu lui demandes de t'aider, qu'est-ce que tu fais? Tu lui caches ses affaires. Tu lui caches ses affaires pendant 2 ou 3 jours, lui il pique des crises. Et où tu m'as mis ça? Et où tu as fait ça? Ah, c'est pas moi, c'est la femme. Et tu l'as caché. À Botaï, ce genre d'éducation, quand on essaye d'éduquer le couple, ça ne marchera pas. N'essaye pas d'éduquer ton conjoint. Essaye de l'oxygéner. Essaye de comprendre. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété. À combien on rentre sous la roupa? À 6. Il y a toi, il y a tes parents,
il y a ta femme et il y a ses parents. C'est pas pour rien. On a que ça à faire de se serrer comme des sardines. Quand toi tu viens pour faire la roupa, tu n'arrives même pas à tenir le verre tellement il y a du monde sous la roupa. Mais les chachamim, c'est pas pour faire joli qu'ils ont fait ça. Parce que c'est la vérité. Dans ton appartement, dans ta vie que tu vas construire avec ta femme ou avec ton mari, il y a ton père et ta mère qui rentrent, et il y a son père et sa mère qui rentrent. Elle va reproduire ce qu'elle faisait sa mère à la maison, et lui, il va reproduire ce que son père il faisait à la maison. Elle va attendre de voir chez son mari les réactions que son père il avait, et lui, il va attendre de voir chez sa mère le même couscous, avec les boulettes et la viande bien grasse. Et ça ne sera pas comme ça. Si ça se trouve, ce sera exactement l'inverse de ce que tu as vu chez tes parents. Et c'est pas pour ça que tu dois croire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et c'est pas pour ça que tu dois croire que le mariage que tu as fait, c'était l'erreur de ta vie. Non. Parce que ce que tu sais pas, c'est que ton père, il a dû se travailler sur lui-même pour rendre ta maman heureuse. Et qu'aujourd'hui, après 50 ans de mariage, ils s'aiment comme au premier jour. Ce que tu sais pas, c'est que ta mère, combien est-ce qu'elle a pris sur elle pour aimer ton père et faire qu'aujourd'hui ils sont encore mariés et ils sont les grands-parents de tes enfants. Tu sais pas quel sacrifice ils ont fait. Donc toi, tu crois que quoi? Tu crois que du jour au lendemain, ton couple il va être étincelant? Il sera étincelant à l'image des efforts et des convictions et de l'abnégation que tu auras mis dans ton couple. Mais si tu fais aucun effort et que tous les 2 jours tu es chez papa et maman, moi ça me fait rigoler ça, Rabotaï. Chez qui je suis sur Shabbat? Je suis chez mes parents. Avec les 3 enfants? Oui. Et Shabbat prochain? Ah, Shabbat prochain, chez mes beaux-parents. Et Shabbat d'après, chez mes parents. Mais quand est-ce que vous allez grandir exactement? Quand vous allez marier vos enfants? Moi je dis toujours à mes khatanim, ok, je comprends que des fois les parents ils ont besoin de voir leurs enfants, je comprends qu'ils ont besoin de profiter de leurs petits-enfants, mais qu'au moins une fois par mois, vous soyez à la maison. Qu'une fois par mois, enfin, ta femme, tu puisses goûter ses plats. Que tu ne sois pas toujours en train de lui faire goûter ou les plats de ta mère ou les plats de ta belle-mère. Et puis à chaque fois tu te prends une réflexion et ta mère qui te dit mais dis-moi, il ne s'est pas comporté ton mari, c'est comme ça qu'il fait à la maison aussi. On a besoin de ça, Rabotaï. On a besoin de ces commentaires. C'est comme ça qu'on peut faire grandir son couple, Chazé Shalom, pour le possible. C'est pour ça que moi je dis à mes khatanim, au moins une fois par mois, et vous verrez l'expérience que c'est magnifique. Des fois, parce que moi aussi j'ai été jeune marié, on a l'impression de se retrouver seul, mais après quel bonheur. Moi je me rappelle encore du premier Shabbat qu'on a passé avec ma femme. C'était à Nice, on était ensemble et je me rappelle de ça. C'était magnifique, je peux même vous dire ce qu'elle avait cuisiné. Moi je me rappelle. Et ça, Rabotaï, c'est des expériences, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Le premier Pessar, le premier Sukkot, les premiers beignets de Hanouka. C'est bien d'aller chez les parents, mais on ne se construit pas. On ne se rend pas service. Je ne suis pas en train de monter la tête des enfants contre les parents, mais je dis, ayez ces moments de privilège. Ayez ces moments d'intimité où vous allez pouvoir vous construire ensemble. Vous savez, Ravrot, il a raconté une histoire exceptionnelle. Il a dit, une fois, il y avait un menuisier. Et ce menuisier-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait encastrer 2 bois ensemble. Seulement, il y avait un bois qui avait une excroissance. Et qu'est-ce qu'il a fait, le menuisier, pour les encastrer ensemble? Il a fait un trou dans le bois à côté. Alors, il y avait quelqu'un qui passait à côté. Il a dit, je ne comprends pas. Pour encastrer les 2 bois ensemble, tu coupes l'excroissance. Coupe l'excroissance. Pourquoi tu fais une encoche dans l'autre bois? C'est ce qu'il a répondu, le menuisier. Parce que si je coupe l'excroissance, j'ai peur que le bois se casse. Rabotaï, dans notre couple, il ne faut pas chercher à couper les excroissances. Il ne faut pas chercher à faire changer l'autre. Parce qu'en essayant de faire changer l'autre, on va le casser. Il faut être capable de faire de la place dans son existence. Il faut être capable de faire de la place dans son abnégation. Plus tu vas chercher à changer l'autre, on a dit tout à l'heure, les enfants, ils ne sont pas capables de recevoir des messages directs. Vous croyez que les adultes, ils sont capables? Tu crois que ta femme, elle est capable de recevoir 10 000 réflexions à l'heure? Et tu n'as pas mis la plaque? Et tu as fait la vaisselle? Oui, tu crois que ton mari, il est capable toutes les 2 minutes d'avoir des crises de jalousie et des crises de remords depuis il y a 10 ans en arrière? Vous croyez que c'est comme ça qu'on peut se construire? Jamais de la vie. Mais si tu as été capable de donner des ailes à l'autre,
C'est quoi de donner des ailes à l'autre, de lui faire un compliment, de lui donner... Moi, ma femme, elle est jamais chez moi à la maison. Mon mari, il sort toujours avec ses copains. Mais forcément, à la maison, c'est une horreur. C'est un moment de stress, c'est des moments de rivalité, c'est des moments d'angoisse. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à la maison? Il va aller voir ailleurs. Et que Dieu nous en préserve, il risque de rester ailleurs. Et aujourd'hui, malheureusement, en tant que chef de communauté, on connaît les dégâts de la génération. Mais on est peut-être fautif de ça. Vous allez me dire, mais c'est pas dans tous les cas. Mais dans plus d'un des cas, la zizanie, elle a commencé dans le couple, la mauvaise entente, le manque de, comme on a dit tout à l'heure, de fraîcheur et de remise en question. Et puis après, on va chercher ailleurs. Si tu as rendu insupportable la vie à ton conjoint ou à ta conjointe, qu'est-ce que tu veux qu'il foute à la maison? Donc si tu as envie finalement de vivre une vie harmonieuse et une vie où tes enfants, comme on dit tout à l'heure, ils vont pas être abîmés de tes scènes de cirque, ça, je te remettre en question. Vous savez, le Rav Roth, il a dit un pshat exceptionnel. Dans 2 mois, si Dieu veut, on va lire la Megillah. Et là-bas, c'est écrit que Haman, vous connaissez tous Haman, Achashverosh. Achashverosh, il a dit à Haman, je te donne le pouvoir. C'est-à-dire que Haman, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de richesses, beaucoup de pouvoir. Selon un midrash, Rov Banav, c'est écrit au sujet d'Haman. C'est quoi Rov Banav? Il avait 208 enfants. Je ne sais pas comment c'est possible. Dernièrement, à Marseille, on a entendu le record. Une maman qui a eu 15 enfants de 15 pères. Elle a dit, j'ai été douée pour avoir des enfants, mais j'ai pas été douée pour avoir les mêmes pères. Mais forcément, 15 enfants, 15 pères, elle va rentrer dans le Guinness des records. Haman, il en avait 208. Donc il avait beaucoup d'argent. Il avait une famille, il lui fallait un immeuble entier pour les loger. Tout le monde se prosternait. Et que dira le verset? Vecholze enenu shoveli. Et tout ce que j'ai, a dit Haman, ça ne me suffit pas, parce que Mordechai ne se prosterne pas à moi. C'est ce qu'il a dit Rav Roth. On est tous un peu comme ça. On est mariés. Il y a des gens de votre âge, Rabotai, et on les connaît malheureusement, ils ne sont pas encore mariés. Ils sont encore en train de se demander avec qui ils vont finir leur vie. Donc nous, on est mariés. On a des enfants. Moi, j'ai des amis. Moi, des fois, on me dit, ah, tu as 3 filles, hein? Mais je dis, mes filles, elles sont en bonne santé, je les ai. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Donc tu es marié. Tu as des enfants. Tu as une femme qui se soucie ou un homme qui se soucie de toi. Tu as un toit où loger. Il y a des gens, regardez, le soir, c'est des SDF. Ils attendent la soupe populaire. Tu as tout ce que tu veux. Et encore, tu dis, j'ai une vie horrible. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois que mon mari il me regarde de travers. Parce qu'à chaque fois que je rentre à la maison, ma femme, elle est au téléphone. On n'est pas fait pour rester ensemble. Pour un truc. Parce qu'elle est trop au téléphone. Mais peut-être, posez-vous la question. Peut-être qu'elle est trop au téléphone parce que tu n'as pas su l'écouter. Vous savez, on dit que les femmes, je vais me faire tuer par les maris après, elles ont eu 9 mesures de parole. Et la 10e mesure, elle court après pour essayer de l'attraper, tellement on a envie de parler. Peut-être qu'elle parle au téléphone des heures parce que tu n'es pas capable de l'écouter. Quand tu rentres le soir, chérie, je suis fatigué, il faut que je regarde BFM TV. Et puis après, il y a OM chez Monaco. Et puis après, il faut que j'envoie mes mails. Après, chérie. Bon, alors demain, quand tu te lèves, bah, écoute, là, je suis fatigué, ne me parle pas. Tu sais très bien que quand je me lève le matin, il ne faut pas me parler. Donc, elle a qui en face d'elle, cette dame? Elle a un mur, d'accord? 4 murs, du carrelage. Donc, elle va créer la conversation avec la première personne, en espérant que ce soit une copine à elle. Et puis, elle va parler. Donc en fait, finalement, si tu veux que ta femme, elle s'intéresse à toi, écoute-la. Donne-lui envie de te parler. De même, je veux dire, il y a quelque chose que, avant de terminer le cours, j'aimerais quand même mentionner. Il y a beaucoup de gens qui font tchouva, Baruch Hashem, aujourd'hui. Et je les remercie, et je les félicite de cette tchouva. Et le problème, c'est qu'ils font tchouva, et ils sont partis du même niveau avec leur épouse ou leur mari. Mais ils font une tchouva, comme j'ai dit tout à l'heure, en brûlant les étapes. Et qu'est-ce qui se passe très souvent? Ils laissent sur le carreau la personne qu'ils ont épousée à leur niveau de judaïsme au début. Et qu'est-ce qu'ils font après? Sur le compte de leur shalom baït, de la paix dans le couple, ils deviennent des ultra-orthodoxes. Et ça vaut rien. Si tu as laissé sur le carreau ta femme ou ton mari parce que vous vous êtes mariés à un certain niveau, et que finalement aujourd'hui vous n'avez plus le même niveau, et qu'à cause de ça, ça crée des disputes, ta tchouva, je me permets de le dire, elle vaut rien. Elle ne vaut rien parce que tu as laissé un pauvre homme ou une pauvre femme qui, elle, n'a pas pu te suivre alors que tu veuilles avancer. D'accord? Vous savez, on dit qu'il y a un midrash qui dit, dans la paracha de Devarim, c'est écrit, si la Torah était dans le ciel,
La Torah n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui va nous la chercher dans le ciel, et elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui nous la fera traverser en bateau. Et Rachid de dire sur place, si elle était dans le ciel, j'aurais pris une échelle et je serais monté. On sait que Rachid, quand il parle pas pour rien dire. Mais là, ça paraît très bizarre. C'est quoi cette idée d'échelle? Eh bien, il y a un Admour qui disait, l'échelle, c'est quoi? C'est cette pièce qui permet de pouvoir monter, mais par étapes. Petit à petit, comme j'ai dit tout à l'heure, comme a dit le Rav Wolbe, Rachid et Rav Wolbe, ils vous le disent. Il y a un esprit de rébellion qui est en nous. Donc si non seulement toi, tu te fais violence, mais tu ne peux pas imposer à ta moitié, à ton conjoint ou à ta conjointe de se faire violence. Tu ne peux pas les obliger à devenir des autres différemment. Donc bien réfléchir à ça, Rabotaï, je tenais à le dire. Et je terminerai, dans ces quelques minutes qui restent, avec une histoire qui me tient à cœur et qui peut-être nous donnera des idées à réfléchir pour la suite. Il y avait un monsieur comme vous ce soir qui était assis dans un restaurant. Et plus loin, là-bas dans le coin, il y avait un simplet, quelqu'un qui a du mal à comprendre les choses. Et il suit une scène devant lui. Le simplet, il voit le monsieur qui appelle le serveur. Et le serveur lui dit, vous aimeriez quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez? Et le monsieur de répondre, j'aimerais un poisson. Et le simplet, il se dit, ah, voilà quelqu'un qui s'entendrait bien avec Brigitte Bardot, il aime les poissons. Et il voit le gars, on lui amène le poisson déjà, le pauvre, comme chez Gad Elmaleh, brûlé, bien grillé. Le type, il prend le poisson, il met le couteau, il ouvre en deux, il enlève l'arête. L'autre, il devient fou au fond, il se lève. Il dit, c'est ça que vous aimez les poissons? C'est ça qu'on fait un poisson qu'on aime? On le pêche, on le brûle, on enlève les arêtes, on enlève la peau. C'est ça que tu fais quand tu aimes un poisson? Il a dit, le Rav, finalement, en fait, ce monsieur, il n'aime pas le poisson. Il s'aime à lui-même. Donc quand tous les jours de votre vie, vous dites à votre mari ou votre femme, je t'aime, pensez à ce que ça veut dire. Quand on aime quelqu'un, on fait des choses non pas qui nous plaisent, mais qui plaisent à l'autre. Le degré de votre amour, finalement, à vos enfants, parce que vous allez leur montrer des scènes agréables, mais à votre conjoint, à votre conjointe, c'est de faire ce qu'ils attendent de vous. Et le jour où vous serez à penser à l'autre, alors vous serez comme ce groupe d'élèves qui, un soir d'hiver, n'avaient pas de couverture. Ils étaient 8 pour une couverture, mais ils n'avaient jamais froid. Vous savez pourquoi? Parce que l'un pensait à donner à la couverture à l'autre. Et finalement, chacun à son tour se couvrait. Si vous voulez aimer votre conjoint ou votre conjointe, essayez de penser à ce que eux ils aiment et pas à ce que vous aimez, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que la paix réside dans tous vos couples, que vos enfants soient épanouis de l'exemple que vous leur donnerez, et que nous puissions nous voir toujours dans des joies, dans l'allégresse et la compréhension. Bezrat Hashem.